bienvenue sur notre plateau avec ce soir Alice et Charlotte. Donc nous parlions précédemment de Pauline Kael, qui est un personnage assez important de la critique cinématographique contemporaine et qui est morte le 3 septembre 2001 et dont Frédéric Martel parle brièvement dans son livre Mainstream. Je relis pour vous ce passage-là à propos d'une théorie de Pauline Kael sur le cinéma. Intellectuelle, anti-intellectuelle, elle aime les films messy, les films cheap, subversifs qui érotisent le cinéma. Elle va jusqu'à fréquenter une salle pornographique où les clients se masturbent autour d'elle pour pouvoir parler des films érotiques. Elle en déduit qu'un film est réellement érotique s'il suscite l'érection. L'attrait premier et viscéral du cinéma est résumé par elle en 4 mots: kiss kiss bang bang. C'est justement sur ce point que je trouve un petit peu la vision des choses dans un machisme. Donc elle ne cherche pas du tout à s'en détacher. C'est pas qu'elle cherche pas du tout à s'en détacher, c'est qu'elle le désigne comme tel. Elle l'étudie, elle met le doigt sur quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire que le cinéma, c'est quelque chose qui peut être une histoire, enfin qui peut faire d'un personnage féminin associé à un revolver une histoire. Ça suffirait comme prétexte à faire une histoire et à faire que des gens aillent le voir. Je t'avouerais que le fait que tu parles beaucoup du cinéma écrit, je le raccroche pas encore vraiment à ton travail, puisque je suis habituée à voir dans ton travail beaucoup effectivement de vidéos. Enfin, tu fais par exemple les vidéos de toi, principalement dans tes diverses activités qui peuvent aller de se lever à manger. Pour moi, tu parles plus d'une culture très populaire et pas de l'effet cinématographique, vraiment, enfin, de l'influence du cinéma en salle sur nous. Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu intriguée par cet extrait. C'est lié en fait, mais c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que je fais pas. Enfin, quand on me demande si je fais de la vidéo par exemple, je réponds oui, mais c'est toujours très étrange pour moi parce que pour moi je fais pas de la vidéo, je fais de la webcam. Mais faire de la webcam, c'est faire de la vidéo. C'est une vidéo, donc c'est une vidéo. Voilà, mais c'est un genre à part entière, c'est la webcam et c'est quelque chose qui fonctionne de manière très différente que la vidéo. C'est-à-dire que le simple fait d'utiliser la webcam inocule quelque chose de totalement différent. Et c'est un système un peu standardisé qui correspond à une image précise qu'on commence bien à connaître d'Internet et de la personne devant son écran. C'est surtout que ça a été en fait une révolution la webcam, c'est-à-dire que c'est la démocratisation de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a donné à la masse la possibilité de faire son propre film. En lui mettant ce petit œilleton au-dessus de l'ordinateur, ça y est, le cadre est posé en fait. Le cadre est posé et la vie peut se dérouler devant, et on n'a pas besoin de se soucier de ce cadre-là. Et on le donne, donc du coup on le diffuse à grande échelle, et il est utilisé, c'est un objet qui est utilisé massivement du coup. Et le fait qu'il soit utilisé massivement, c'est aussi ça qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire que le fait que des gestes soient faits à échelle immense n'empêche pas qu'ils soient refaits, et ça m'empêche pas par exemple de les refaire ces gestes-là et de m'y intéresser. C'est un travail que tu fais à la fois de te mettre en situation, comme ces nombreuses vidéos qu'on peut observer sur YouTube ou sur Vimeo, des choses comme ça, et aussi tu fais un travail de compilation et de présentation de vidéos d'autres gens. Et l'intérêt, c'est de les mettre ensemble. Pour le spectateur qui l'ignore, en fait, c'est un travail. Donc, les me-eating sont un genre de vidéo webcam très précis. C'est-à-dire que sur YouTube, on trouve non pas une, mais des centaines de vidéos de gens qui s'enregistrent à la webcam en train de manger devant la webcam. Et c'est des vidéos très étranges. Et donc, effectivement, je les ai compilées, j'en ai récolté plusieurs. Et je me suis demandé vraiment ce qui se passait pour eux au niveau de qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils font ce geste-là. Qu'est-ce que c'est que ce geste qu'on nous présente et que non pas une personne a présenté, mais que des tas de gens présentent. Et donc j'ai refait ça. On est dans une visibilité où on se regarde manger, et puis c'est un regard très étrange et c'est aussi de l'ennui profond. On regarde une vidéo de quelqu'un qui mange, on attend quelque chose, y a rien.
J'avoue que vraiment je me questionne énormément et c'est pas du tout résolu parce que qu'est-ce que ces gens qui mangent devant leur caméra, qu'est-ce qu'ils essayent de signaler, qu'est-ce qui se passe par là? Parce que même si on est dans un entretien précédent, tu m'avais parlé d'hypervisibilité et j'avais dit que j'aimais pas ce mot parce qu'il avait une connotation négative. Enfin, il ne l'a pas en lui-même, mais il peut avoir fortement cette connotation. Et pour le coup, on est dedans en fait. On est dedans, mais c'est vrai que la connotation négative, elle peut être au niveau de l'hypervisibilité dans l'espace public, par exemple. Mais là, c'est une hypervisibilité qui est clairement choisie et a priori au début contrôlée par celui qui se met en scène. C'est-à-dire que je décide de la longueur de ma vidéo, je décide où je la poste. Donc il y a, dans le mot hypervisibilité, c'est plutôt cet attrait que peut avoir l'hypervisibilité, c'est-à-dire je suis partout. Je me poste sur Internet, donc j'apparais aux yeux de tous et je recherche justement cette hypervisibilité. Il y a aussi, donc tu parles de je recherche cet attrait, et il y a en Suède ou en Norvège, il y a cette nouvelle expression qui désigne quelqu'un, par exemple, à propos de quelqu'un un peu étrange. Il y a une nouvelle expression pour le désigner qui est très utilisée, qui est You can't even Google him. Il n'existe pas sur Google. Donc finalement, notre visibilité sur les réseaux sociaux, ces réseaux qui n'ont pas de matérialité, prouve une existence. Mais il y a aussi cette question de, en fait, cette visibilité, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre quelque chose d'extrêmement domestique. C'est-à-dire que ce qu'on montre, c'est le banal. C'est un retour de ça. Parce que je parlais de films, Kiss Kiss Bang Bang, c'est la spectaculaire, c'est vraiment spectaculaire. Exactement. Alors que ce que nous, dans notre posture amateuriste, on diffuse, c'est du domestique. C'est-à-dire, par exemple, Nicolas Telly, dans son sublime ouvrage Best Def, à un moment, il parle de rentrer, sortir et de la chambre et de ses trous. Et en fait, on est là-dedans, on est dans une porosité permanente. Il y a énormément de gamins qui se filment sur YouTube. Voilà, elle est sur son lit avec sa webcam et du coup, on est là, nous on est ailleurs et on rentre vraiment chez elle. On voit ses draps, on voit ses posters, des fois il y a un chat qui passe. On est là-dedans, dans une porosité permanente où, grâce à un moyen qu'on nous a donné, on diffuse massivement du domestique, du banal. Et ça, c'est une posture qui existe depuis à peu près... c'est vraiment représentatif des années 2000. Finalement, on est envahi d'images un peu communes. Et ton travail parle beaucoup de ces images un petit peu standardisées, liées au domestique aussi, enfin en tout cas à la vie un petit peu familiale, commune, ou alors à l'idéalisation d'une vie. Peut-être que tu peux préciser ces notions-là vu que c'est toi qui travailles dessus. Je ne parlerai pas d'idéalisation parce que je ne trouve pas qu'il y a d'idéal. On ne magnifie pas le réel quand on fait ces vidéos webcam. Il n'y a pas du tout de volonté de magnifier. Par contre, il y a clairement une volonté de théâtre. L'autre jour, sur France Culture, l'invitée était Annie Arnaud. Je crois qu'elle est sociologue. Et qui parlait en fait du web comme établissant le monde comme objet de discours. C'est-à-dire que le web produit des discours et sur le monde, sur lui-même, c'est ça. C'est un discours permanent. Et à propos de cette... on parlait d'hypervisibilité, de cette masse de choses que l'on peut trouver. Elle disait que la multiplication de nos traces abolit la sensation du temps qui passe. Ce serait en fait comme un instinct une volonté de survie. Est-ce que ce serait ça? C'est-à-dire que le fait de se multiplier, de multiplier nos traces, nous enlèverait cette impression que finalement il y aura une fin. Ouais. D'accord, donc quand tu pointes l'idée du temps, tu pointes aussi l'idée du temps qui nous amène vers notre fin. C'est-à-dire qu'à la fois il y a cette absence de temporalité et en même temps il y a tout un pan du net qui a disparu dernièrement en 2009
Avec la fermeture en fait de GeoCities. Donc GeoCities était un hébergeur du web et Yahoo l'a fermé en 2009. Pourtant, c'est tout un pan de l'histoire du web qui a disparu. Ça me fait vraiment penser aux vestiges romains. On est allé au bulldozer et on a tout effacé parce que GeoCities en fait était un hébergeur de pages personnelles. Quand Yahoo a fermé ça, il a fait disparaître toute une esthétique du web qui n'existe plus maintenant. Et l'esthétique première du web. Donc c'est Olia Lialina en fait qui en parle dans son essai A Vernacular Web, donc un web vernaculaire. Et elle parle de ça en fait, du fait qu'au début, le web c'était quelque chose de chaotique, de très 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 fortement amateur. C'est-à-dire que c'était fait par des amateurs, des passionnés. Et du coup, il y avait une esthétique, par exemple les étoiles, les galaxies. C'est quelque chose qu'il y avait tout le temps et qui était représentatif de ça en fait, de ce mouvement d'excitation qu'il y a eu vis-à-vis du web, qui représentait un possible nouveau et sans limite. Et en fait, tout ce web était... c'est ce web qui maintenant a disparu, enfin, cette esthétique qui était donc basée sur les pages personnelles, faites par des gens vraiment chez eux, et de quelque chose qui était tout le temps en construction. Il y a des gens qui, du coup, ont entrepris un travail d'archéologie, mais vraiment, et pour moi, le terme est on ne peut plus juste, c'est vraiment de l'archéologie. Donc, on peut trouver sur le site Internet Archaeology. Donc, c'est leur projet, c'est de chercher toutes ces images du web d'avant. Enfin, c'était vraiment le témoignage d'un premier web, d'un premier Internet qui était chatoyant. L'hymne, c'était le do it yourself, c'était vraiment ça. C'était lumineux, c'était bordélique, c'était messy. Je fais un peu de franglais. C'était l'émulation totale, c'était ça. Et c'est ce qu'on a perdu. Parce que tout ça a vite été donc balayé par les designers, les professionnels. Une chose qu'on imagine donc éternelle, c'est le point sur lequel tu as attiré mon attention. Au final, elle est régie par donc beaucoup de techniques, mais aussi beaucoup de personnes importantes qui détiennent les fonds et qui décident ou non de nous octroyer cet espace qui pourrait finalement disparaître. Ils ont réussi, Internet Archaeology, à figer la page d'accueil. Pour la conserver. Pour la conserver, exactement. Une démarche qui est à rapprocher avec quand on conserve des vestiges gallo-romains. C'est vraiment les traces pas d'une cité perdue, mais si, quelque part. C'est Pompéi, quoi. C'est Pompéi. Qu'est-ce que tu cherches à créer sur celui qui regarde? C'était vraiment une volonté de piratage, en fait. Quand on avait MSN, on pouvait avoir des liens par exemple, et on cliquait dessus, et là par exemple une page s'affichait, il était impossible d'en sortir, on devait attendre que ça se passe en fait. Et cette chose de attendre que ça se passe, c'est ce que je voulais faire avec les gifs. Donc du coup j'ai fait ça, un lien où quand on clique dessus, et donc c'est voulu pour être diffusé comme ça, on ouvre, il y a une page qui s'ouvre et il n'y a que des gifs qui arrivent. Et ces gifs ont été spécifiquement choisis parce qu'ils étaient des gifs de politesse. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bon baiser, bon week-end. Je voulais qu'on soit emmerdé par cette politesse. Politesse qui est hyper léchée, qui est hyper stylisée, codifiée. On a des chevaux, on a des corps nus de femmes ou d'hommes. Ils ont quelque chose de... C'est pas des corps photographiques, c'est des corps très retouchés, très peints. On a l'impression que c'est peint. Au final, moi j'y vois beaucoup le concept du spam, mais que tu lis avec cette idée de politesse et de l'objet qui fait plaisir à voir. C'est essayer de retourner un peu ça. Si on met un joli plus un joli, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai que la boucle, la répétition, la saturation, l'accumulation, c'est des choses qui reviennent tout le temps dans mon travail. C'est-à-dire que si je fais une vidéo, elle sera en boucle. C'est toujours comme ça. Et si je fais un travail il
il y aura une accumulation, il y aura cette question de la saturation. Donc on parlait précédemment, on parlait de ton installation sur le principe du fond d'écran et de l'écran de veille de plusieurs vidéos de toi, de ton quotidien donc, dans lequel tu utilises la webcam et tu utilises ce qui pourrait s'apparenter à un fond vert, mais avec le logiciel donné par l'ordinateur, donc des moyens mis à disposition du grand public. Alors j'utilise Photobooth en fait. Donc Photobooth en fait c'est spécifique à Mac et c'est ce avec quoi joue absolument tout le monde dès qu'ils ont un Mac dans leur main. Absolument tout le monde est passé par là. C'est quelque chose que je trouve génial. C'est en fait dans la webcam, on peut remplacer le fond par un autre fond. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est concrètement, ça donne la possibilité du fond vert à tout le monde. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que non seulement la webcam, donc je l'ai déjà dit, que ça a donné la possibilité de filmer massivement, etc. C'était déjà une révolution en soi. Photobooth, c'en est une autre. Quand tu parlais par exemple du décor de la chambre, enfin de la chambre qui n'avait plus de murs, là pour le coup c'est littéralement les murs de la chambre, ils disparaissent parce que le logiciel permet de remplacer l'image fixe derrière toi, donc des murs, par un autre décor que tu choisis. Il y a une bibliothèque d'images et on peut se mettre dessus, se filmer, se prendre en photo avec les copains. Et dans le dernier ArtPress, que je conseille fortement. Avec une couverture Breaking Bad. Voilà, Breaking Bad en couverture. Donc un ArtPress sur les séries télé. Mais il parle donc du fond vert. Et il nous explique dedans, il nous explique que le fond vert, c'est une technique qui est beaucoup plus utilisée qu'on l'imagine. C'est-à-dire qu'il y a des tas de séries télé qui sont tournées principalement sur fond vert. Et donc, comme ça, il y a une banque d'images, en fait, type. Et puis, il y a quelque chose qui se fait dans la répétition. C'est-à-dire que c'est des images qu'on connaît. On les a déjà vues, forcément. C'est la même source, la même issue d'une banque de données. Et il y a beaucoup de scènes qui sont tournées comme ça sur fond vert. Donc là aussi, il y a quelque chose qui se fait dans la répétition. Et c'est assez incroyable parce que le fond vert, c'est une promesse immense en fait. Le fond vert, c'est la promesse de l'infini. Je peux faire flotter un chat dans l'espace, je peux traverser la lave pieds nus. On peut tout mettre en scène, tout mettre en place avec un fond vert. Et c'est une promesse absolument miraculeuse, mais en même temps très écrasante parce que face à cette immensité de possibles, au final, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire ? Mais du coup, il y a quelque chose dans ce rapport de promesses et d'infini de possibles qui se retrouve un peu annulé au final. Et du coup, dans ma vidéo, je vais jusqu'à aller aux toilettes, par exemple, sur la Lune. C'est quand même un gros pied de nez que je fais. Et c'était une volonté, je pense, purement puérile à la base, mais il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'avec un moyen incroyable, je vais faire ? C'est quelque chose qui finalement ne cherche pas l'extraordinaire. Voilà. Mais est-ce que ton but, c'est d'avoir le discours le plus objectif possible, du coup ? Non, parce qu'il y a un fort regard ironique chez moi. Enfin, je vais pas mentir, la plupart du temps, quand je fais quelque chose, c'est parce que ça me fait énormément rire. Ça, le rire, c'est quelque chose qui est prédominant dans mon travail. Il y a toujours au début quelque chose que je trouve ironique. L'ironie, c'est vraiment une grande part de mon travail. Et l'ironie repose aussi là-dessus, sur un entre-deux. C'est-à-dire que peut-être, peut-être pas. Voilà. Et tu restes très ambigu oui. dans ta posture. Et c'est peut-être parce que tu n'as pas envie de te mettre vraiment à distance, tu as envie de continuer à ta partie et d'expérimenter vraiment ce monde. Quoi. De l'intérieur. Mais vraiment, tu te permets d'en faire l'expérience toi-même. Oui, j'ai pas ce côté sardonique, c'est-à-dire que tout ce dont je parle, mais j'en jouis totalement aussi. Et tu l'appliques à toi-même. Et je l'applique à moi-même. C'est pour ça que tu te retrouves toi-même dans tes œuvres. C'est pour ça, mes œuvres, c'est pas des... dans mes travaux. Bon. Mais c'est vrai que oui, il y a ça, il y a ce côté-là de...
et ben je vais de profiter, pas du profit, mais de l'embrasser totalement. Et en même temps, c'est ça en fait qu'on me reproche souvent, c'est que j'embrasse totalement, mais il y a ce petit pas de côté qui fait que... Et je vois pas pourquoi je devrais choisir entre l'un ou l'autre, parce que moi je vis là-dedans. Si ce dont je parle, c'est de ce monde visible, le meilleur moyen d'en parler, c'est d'être dedans. La personne qui connaît le mieux les choses, c'est la taupe qui est infiltrée. Et du coup, comme la taupe infiltrée, tu joueras un rôle ou est-ce que c'est vraiment ton rôle à toi? Mais je pense que par le simple fait de faire quelque chose, il y a une position qui est prise. Et parce que, pour le plaisir aussi. Pour le plaisir, parce que si on s'amuse pas là-dedans, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier. Et s'amuser, c'est que quand en étant dedans, en ayant le petit recul, mais en étant dedans quand même. Donc ouais, je ressens vraiment cette position de la taupe infiltrée, mais qui en même temps s'éclate complètement. Voilà, c'est l'indique chez les Russes, mais qui aime bien la pavlova ou enfin la bouffe qu'on lui sert, quoi. Bon. Eh bien, Charlotte, c'est fini. Nous allons maintenant passer à Alice. Je vais couper la caméra. Parce que tu as un travail de photo donc avec des vélos cassés que tu prends avec un appareil argentique. Donc Oui. déjà, pourquoi utiliser ce médium-là, argentique, et pour prendre spécialement des vélos cassés que tu croises dans la rue? Des vélos que je trouve sur le trottoir un petit peu abandonnés. Et j'ai tout de suite fait l'analogie entre cette mécanique de la photographie argentique et cette mécanique du vélo brisé, un petit peu obsolète. Et puis au-delà de ça, je me suis aperçue que ça apportait quelque chose de très graphique. Donc un travail sur les lignes et sur les courbes qui sont très présentes dans le vélo. Mais ça, la ligne et la courbe, c'est vrai qu'on voit directement le lien avec ton travail qui est quand même essentiellement sur ça, sur la ligne, la courbe, le formel. Tu as aussi un gros travail de recherche de matière. Oui, à partir du carré, j'ai beaucoup travaillé à partir du carré. Un petit peu, je m'en suis aperçue un petit peu après, comme le travail de Sol Lewitt. Et au sein de ce carré, lui, il réalise des séries de tests. En fait. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai entrepris de faire avec, pas juste la structure du carré, mais un matériau, la feuille de papier carré. Mais c'est-à-dire que tu parles de Sol Lewitt, d'une méthode de protocole, etc. Et ça, c'est très présent dans ton travail. C'est-à-dire que tu mets en place des choses assez carrées, le carré encore, oui. Et tu mets en place comme ça ces règles. Et tu as besoin de ça. En fait, c'est ce que tu travailles. Tu travailles ces règles. Par exemple, tu me parlais de te fixer des objectifs et d'accepter l'échec. C'est quand même une part importante de ton travail. Voilà, alors l'échec, on l'accepte pas forcément au début, mais il y a une volonté de simplifier au maximum l'aléatoire. Donc en prenant le carré, je simplifie au maximum, je m'ouvre des voies, mais en même temps j'essaie de respecter des schémas. C'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer comment le volume pouvait apparaître au sein d'une surface plane, à l'image un petit peu de l'industrie qui utilise par exemple des plaques de fer planes pour créer un objet. L'industrie va se poser la question de trouver le nombre d'actions minimales pour créer l'objet, c'est-à-dire qu'elle va se dire, bon alors mon objet, si je fais une incision là et une autre ici et qu'ensuite je replie, ça le fait et je perds le moins de matière possible. Donc en gardant ce point de vue-là, dans mon carré simplement incisé, j'ai cherché à voir combien de volumes différents je pouvais avoir. Mais ce qui m'importe dans mon travail, c'est aussi la tension du matériau. C'est-à-dire que là, la feuille de papier, elle a une rigidité qui lui est propre.
Et c'est cette rigidité-là qui fait qu'elle va créer elle-même son volume suite au geste que je lui ai appliqué. Et à partir de ça, j'avais trouvé intéressant de la réaliser du coup dans d'autres matériaux pour faire pour justement tester la rigidité d'autres matériaux. Donc je me suis un petit peu confrontée au travail sous tous ses angles, au travail du métal et donc un peu doser la force de mon corps par rapport à la force du matériau. On se demande vraiment comment tu as fait ça. Pour le coup, c'est quand même assez incroyable. On trouve après l'incision ici, c'est vrai. Toi, tu cherchais à ce qu'il n'y en ait pas. Voilà, je cherchais une espèce de perfection, donc t'en parlais de cette perfection recherchée et finalement de l'échec. Je me fixe vraiment naïvement des objectifs qui finalement ne sont pas atteignables. Et en même temps, si je n'avais pas ces objectifs, je ne commencerai pas mon processus de création. Donc, mais en même temps, on n'en est vraiment pas loin. En même temps, on met un petit moment à trouver. Et peut-être que c'est dans la ligne qu'on finalement on repère que là, il y a quelque chose qui se comprend. Et ce n'est pas... je pense pas que ce soit un problème. Voilà, mais je ne pense pas non plus, mais en tout cas, il a besoin d'être présent. Oui. Cette espèce de question, est-ce que je vais y arriver, d'essayer de tendre vers un but. C'est-à-dire que je pouvais choisir de le réaliser avec un modèle 3D informatique et de le faire avec les imprimantes 3D qu'on a maintenant. Et ça aurait été effectivement l'objet parfait que je recherchais sans jonction visible. Mais ce qui m'intéressait, c'était donc de mettre en jeu ma force et d'essayer de vraiment, moi, me confronter à la matière, ce qu'une imprimante 3D m'enlèverait complètement. Mais, cette envie de te confronter à la force, moi, ça me fait vraiment penser à ta vidéo qu'on avait vue. Donc, en fait, Alice a réalisé une vidéo où elle arrive avec un bout de bois. Donc tu as longtemps étudié le bois avant de faire cette vidéo et tu tentes d'en faire un cercle, de joindre les deux bouts et finalement, inévitablement, le bout de bois rond. Et c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça, à cette tension que tu cherches, à la ligne. Voilà, parce que je me suis rendu compte que dans mon travail, il y avait beaucoup de tendre vers une limite qui va soit casser le matériau, soit l'altérer et du coup altérer la forme qui en résultera. On ne retrouve plus les propriétés qu'il avait avant. Et donc c'est un peu cette irréversibilité que j'ai mis dans cette vidéo dans laquelle si on rate, ça casse. C'est une recherche très formelle qui peut sembler assez... oui, enfin vraiment dans la forme, dans la ligne, mais qui dit quelque chose en soi. Tu regardes énormément, quand même, tu portais énormément d'attention au monde, à la matière. Il y a cette sorte de temps, de prendre le temps de faire les choses, qui est quand même assez important et qui me fait penser par exemple à cette vidéo de l'artiste dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais qui prend le temps. C'est une vidéo très simple de quelqu'un qui essaye de faire tenir un œuf en équilibre. Et ça... Il y a vraiment un jeu dans cette vidéo avec les lois de la physique, quoi. Mais il y a aussi prendre le temps de faire quelque chose. C'est vraiment voilà, ça. Parce que dans le travail de l'artiste, il y a ce qu'il produit et l'avancée du coup de sa recherche aux yeux du monde. Et il y a aussi ce qu'il produit pour lui-même et ce que ça change en lui. C'est-à-dire que quand on prend le temps de se confronter au sujet, de se confronter à la matière, et de passer du temps à harmoniser son esprit avec son geste un petit peu, là on atteint une réflexion qui se fait d'elle-même, qui se fait sur le corps finalement, plus que sur l'esprit. Pour moi c'est important par exemple dans ces cercles que j'ai tracés en leur attribuant une durée et en ralentissant de plus en plus leur durée. Pour moi il y avait un travail presque méditatif. J'avais envie d'essayer de rentrer dans une lenteur, un petit peu comme on parlait un petit peu de l'accélération des choses. Comme quoi, aujourd'hui, on peut aussi rentrer dans une lenteur
que ce soit face à sa télé ou face à notre travail, pour effectivement être dans une réflexion plus inconsciente. Donc c'est vraiment ça, ton travail est vraiment axé sur le travail en lui-même en fait. C'est vraiment une recherche du travail, du geste. Après, je suis bien consciente que cette perfection que je recherche, elle a déjà été étudiée 10 000 fois par les mathématiciens et les ingénieurs qui, par exemple, construisent des ponts et des autoroutes. Ce qui compte, c'est aussi d'en faire l'expérience par mon geste à moi. Moi-même, je suis capable de tracer des courbes avec ma main, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est la courbe qui a été calculée pour répondre à certaines lois, comme par exemple garder la vitesse d'une voiture, lui permettre de faire demi-tour avec une courbe la plus grande possible pour qu'elle puisse repartir le plus vite possible. Donc il y a une espèce de conservation de l'énergie qui est importante ici. Oui, tu parlais d'harmonie, on ne perd pas la vitesse, il y a une recherche comme ça c'est la vélocité, c'est ça? Après, c'est assez lié aussi à la configuration de l'univers, c'est-à-dire que des objets qui vont à une vitesse folle, il y en a partout dans l'univers. Donc, et ces ellipses, c'est souvent des ellipses en fait que tracent les astres. Ils me fascinent parce que ce sont des formes qui sont créées par des forces énormes et par des masses énormes et qui transforment quelque chose qui va venir a priori tout droit, par exemple, vers la planète, va finalement être entraîné dans son champ gravitationnel au bout d'un moment, et c'est cette mise en orbite que je vais trouver fascinante. Et à mon avis, ce sont ces vitesses qui font que les trajectoires des astres, elles sont, évidemment, comme elles sont à une échelle très grande, bien sûr, elles sont parfaites et elles sont plus parfaites que le geste qui peut trembloter, justement. Et c'est peut-être que j'ai envie que mon geste devienne parfait, en fait. C'est peut-être ça ma recherche. Tu m'avais dit cette phrase que j'avais notée, que je trouvais assez jolie, c'est j'aime le geste de la peinture. Donc comment tu mets ça, la pratique de la peinture, comment tu mets ça en parallèle avec tout ce qu'on a dit précédemment sur la recherche de la forme, la ligne, la tension, le corps? Je me suis aperçue, donc pour parler du geste et de la peinture, que c'était quelque chose qui m'absorbait complètement dans un rapport, mais comme avec le matériau finalement, presque de combat avec la matière. Et ce qui est intéressant dans ce genre de travail qui est assez long, finalement le travail de peinture implique un temps assez étirable, c'est qu'on s'y absorbe complètement au bout d'un moment et qu'on commence à entrer dans un état vraiment de peinture. Ça y est, je suis dans la peinture. Donc j'avais gardé cette idée d'avoir la continuité en même temps et le moment où quelque chose apparaît, quelque chose se crée. Et c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, de Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, qui, sa thèse principale, c'est que quelque chose n'apparaît qu'aussi se détache d'un fond. De ce point de vue-là, j'avais envie de créer une ligne simplement par contraste coloré, contraste de surface. Une surface colorée uniforme, elle allait progressivement se séparer en deux surfaces de couleurs différentes. Et du coup, de là naîtrait une ligne qui, au début, est présente, mais on ne la voit pas encore. Pour l'instant, on ne peut pas parler de projet abouti ni d'œuvre réalisée vraiment, mais c'est, donc j'en parlais tout à l'heure, finalement, ce que je fais, ce n'est pas vraiment pour l'exposer, mais c'est aussi pour essayer moi-même de mieux comprendre le concept que j'essaie de... Mais en même temps, c'est drôle parce qu'il y a ce rapport, donc c'est ton geste que tu cherches, c'est ton geste, ton travail à toi, ton travail parle de ton travail, mais tu as ce rapport au monde. C'est-à-dire que je t'ai déjà vu voir des documentaires sur
c'était les trous noirs ou c'était ça? Ouais. En fait, c'est ma recherche, elle s'oriente un peu vers les mathématiques. La forme de l'univers, c'est un espèce de, pas un cube, mais plutôt à 12 faces, qui bizarrement, une face pourrait être reliée à une autre opposée, c'est-à-dire que quand on entre dans une face, on revient sur l'autre. Et c'est un espèce de ruban de Moebius qui aurait été décuplé. Et ça m'a vraiment intéressée de voir à quel point la pensée scientifique pouvait être très éloignée de ce que nous, on arrive à comprendre, et aussi de ce que nous, on arrive à créer. Donc du coup, je me suis inspirée de certains schémas justement que j'ai vus dans ces conférences d'astrophysiciens qui expliquaient comment justement on pouvait aller à la limite d'un espace et en fait se retrouver à l'autre bord. Ils expliquaient que si on repliait un carré sur lui-même, sur ses deux bords, on créerait un cylindre et qu'ensuite les deux bords de ce cylindre, donc les deux bords restants du carré, une fois repliés sur eux-mêmes, on créerait une surface parfaite appelée la tore. Voilà, t'as essayé de le faire en argile. J'ai essayé de le faire en argile, et même en étirant au maximum ce cylindre et en venant le refermer sur lui-même, je n'ai pas pu plus l'étirer que ça. Là, par exemple, on voit tes empreintes de doigts, et du coup, c'est très drôle parce qu'il y a ce rapport entre ce dont tu parles, ce qui est dans l'esprit, Voilà. ce qui est purement esprit en fait, et qui là a vraiment été essayé d'être façonné. On voit l'endroit où tu as lissé avec le doigt, on voit tes empreintes, c'est assez incroyable. Ce schéma interactif de ces présentations PowerPoint de ces astrophysiciens qui sont très, très clairs, qui nous montrent d'abord le carré, ensuite le cylindre, et ensuite le cylindre qui se transforme. Et j'ai eu le réflexe, mais peut-être le réflexe humain, de se dire ah, mais moi aussi je peux le faire avec mes mains et avec de la vraie matière, mais c'est pas possible. J'ai envie d'appliquer des concepts mentaux à la matière.